Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Screenshot, dans la deuxième sortie de l'émission. Comme vous le savez, le mois de mai est consacré par la télévision HLive, le mois du drapeau haïtien. Donc, à cet effet, nous, dans l'émission Screenshot, on va essayer d'avoir pas mal d'invités triés sur le volet dans la communauté qui connaît le pays, qui connaît l'histoire du drapeau, pour essayer en quelque sorte d'entraîner tous les autres pour faire comprendre réellement l'importance du drapeau haïtien. Le thème que nous avions traité la semaine dernière, c'était le drapeau et le drapeau haïtien, symbole de l'unité. Voilà, aujourd'hui, le thème choisi, c'est normalement le drapeau et un peuple, une nation. Mais pour traiter ce sujet, ou bien pour débattre ce sujet, je fais appel à un docteur en droit. Oui, un docteur en droit. Donc je veux dire que Dr Éric Soré est avec nous, qui a répondu à notre invitation pour en quelque sorte apporter une fine lumière sur la question du drapeau haïtien. À qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Chéri. Donc, maître Éric Soré, docteur en droit, et puis vous militez, c'est du côté du Val d'Oise, c'est ça? Oui, je suis avocat au barreau du Val d'Oise. D'accord. Pour ceux qui connaissent un peu, tout ce qui est Pontoise, Montmorency, enfin tout le Val d'Oise, okay. Mais en fait ça va un peu plus loin parce qu'en fait je relève de la cour d'appel de Versailles. De Versailles. Et bien sûr, comme je relève de la cour d'appel de Versailles, je peux également plaider et avoir des affaires dans les Hauts-de-Seine, Nanterre et Chartres. Et bien entendu toute la France pour les affaires pénales. Oui, c'est ce que j'allais poser cette question-là, parce que on parle de droit pénal, droit civil, c'est ça? Donc vous êtes en pénal. Alors, on parle de droit civil et droit public. C'est ce qu'on appelle la grande division ou la summa divisio, comme disent les juristes. Et puis après, à l'intérieur du droit public, on peut décliner droit constitutionnel, droit administratif, le droit pénal. D'ailleurs, qui fait partie du droit public, parce qu'en fait, il s'agit essentiellement de règles, et donc c'est public, et puis parce qu'il y a le ministère public, et puis il y a tout ce qui est droit administratif, droit civil, pardon, et bien ça comprend le droit de la famille, le droit des biens, les successions, etc., les contrats. Voilà. Merci, donc c'était juste pour parler, pour camper ce grand homme qui est avec moi, qui a accepté d'être venu aujourd'hui sur ce plateau, pour parler réellement du drapeau haïtien. Savez-vous que chaque 18 mai, on célèbre, ou bien on commémore la fête du drapeau haïtien. Donc, vous savez, dans le temps en Haïti, quand on célèbre, ou quand on mémore, on dit célèbre de toute façon, la fête du drapeau, il y avait toujours cordonnières, les enfants, les écoles dans la rue, tout le monde, etc. Moi, j'ai dit que c'est une fête célébrée par les Haïtiens à travers le monde. Parce que 1er janvier et 18 mai, d'après vous, 1er janvier et 18 mai, vous préférez une date? J'aime bien les deux de toutes les façons, puisque dans l'histoire d'Haïti, les deux ont une grande importance. Après, si on le fait dans l'ordre chronologique, même si on a le 1er janvier avant le 18 mai, mais en fait c'est le 18 mai. Le 18 mai. Si on se réfère au 18 mai 1803, et puis après le 1er janvier, c'est 1er janvier 1804. Donc l'une ou l'autre date, je dirais même l'une et l'autre date me conviennent. Voilà, le thème aujourd'hui qu'on va traiter, c'est un drapeau, un peuple, une nation. La première question que je voudrais vous poser, cher maître, est le drapeau d'un pays veut dire quoi pour vous? Alors, je dirais, ça dépend du pays, mais pour parler du cas d'Haïti, le drapeau, c'est
un symbole. Voilà. C'est d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Haïti. Dès qu'on dit drapeau, les spécialistes en la matière considèrent que c'est un emblème, c'est un élément qui renvoie à une histoire. Et puis une philosophie aussi, parce que vous savez, faire un drapeau consiste à faire quoi? À choisir des couleurs, à choisir des dimensions des couleurs, à choisir d'autres symboles qu'on ajoute. On pourra, si l'occasion m'est donnée, passer en revue quelques éléments qui composent le drapeau haïtien, des éléments auprès desquels parfois on passe sans faire attention, mais chaque élément du drapeau a une grande valeur et on devrait le savoir. La deuxième chose, et ça c'est plus vrai pour Haïti et d'autres pays qui nous sont proches dans la francophonie, c'est que le drapeau haïtien a un statut constitutionnel. C'est rare. C'est-à-dire que il est rare que dans une constitution, on désigne le drapeau, on le décrit de manière précise, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'est le drapeau, sur ce que sont les couleurs le composant. Et ça, c'est vraiment important parce que, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'Haïti, on ne peut pas changer les couleurs du drapeau si on le veut, comme on le veut, si on ne passe pas par ce qu'on appelle une révision constitutionnelle. Donc c'est vraiment important. Merci. C'est très important. Mais en parlant de ça, Chemet, quelle est l'origine du drapeau haïtien? Parce que là, vous commencez par décrire en disant que on ne peut pas sur un coup de tête, on change de couleur, ou la couleur, ou les couleurs du drapeau, surtout le drapeau haïtien. Mais l'origine du drapeau haïtien, comment vous pouvez définir ça? Alors, en tout cas, l'origine du drapeau actuel, parce que c'est vraiment important. Voilà, les mots ont un sens. Si on parle de l'origine du drapeau actuel, on remonte. Pourquoi vous dites du drapeau actuel? Parce que le drapeau n'a pas toujours été celui qu'on connaît. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de le montrer. En tout cas, de façon, on a un aperçu par rapport à votre cravate. Merci. C'est-à-dire ce drapeau bleu et rouge. Même si vous voyez l'étoffe, le carré blanc, c'est un ajout qui a du sens pour porter ce qu'on appelle les armes de la République d'Haïti. Et les armes de la République d'Haïti, il y a des canons pour rappeler la bataille. Les batailles de 1803 et qui ont conduit à 1804, donc à l'indépendance au 1er janvier. Vous avez, en plus des canons, vous avez le palmiste, qui est un arbre symbolique d'Haïti, mais qui est également un arbre symbolique de toutes les républiques. Il y a un rapport avec la Grèce ancienne, Grèce antique. Vous avez également le bonnet phrygien. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un support pour que les gens puissent... parce que je décris en fonction de ce que vous voyez. Cravate. Il y a le bonnet phrygien qui est le bonnet qui rappelle les révolutionnaires français, mais qui rappelle également les Grecs. Vous savez, l'histoire d'Haïti, et pour ceux qui nous regardent, c'est important, c'est pas seulement l'histoire de descendants d'Africains en Haïti, c'est aussi l'histoire d'un peuple qui a une culture mixte, une culture plurielle. C'est-à-dire que cette culture est composée de la culture africaine d'origine, mais également de la culture européenne. Je précise bien européenne pour ne pas dire française. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu que la France à avoir une influence à Saint-Domingue, avant que ça ne s'appelle, en tout cas, ça ne redevienne Haïti. Là aussi, on pourrait expliquer, parce que ça s'est appelé Haïti. On a largement le temps, oui. Ça s'est appelé Haïti avant l'arrivée des premiers colons, notamment de Christophe Colomb et de ses amis. Ensuite, ça s'est appelé Saint-Domingue. Après, c'est appelé Hispaniola, etc. Et puis, Haïti. C'est-à-dire, on est revenu, et là, c'est Jean-Jacques Dessalines qui a accompli cet acte important. Et donc, ce bonnet phrygien a cette importance capitale. Et donc, il y a eu la France, il y a eu
également l'Angleterre, qui a eu une grande influence du côté du sud d'Haïti. Et Toussaint Louverture a beaucoup travaillé avec eux. Et puis, il y a eu également donc, les Espagnols. Depuis l'arrivée de Christophe Colomb et de ses amis. Et quelqu'un comme Toussaint Louverture et d'autres généraux haïtiens ont servi dans l'armée espagnole. Et donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, là, on revient à l'indépendance. Mais le drapeau, et donc, on commence à s'approcher de l'origine. Donc, on revient à 1804. Et l'origine du drapeau bleu et rouge, parce qu'il a changé. C'est la raison pour laquelle il faut que les gens retiennent bien que ce drapeau que vous voyez là n'a pas toujours été le drapeau du pays. Il est comme ça aujourd'hui, mais il a changé à plusieurs reprises. On pourra en parler. Mais celui d'origine, effectivement, est bleu et rouge. Il a été créé, alors on va dire comme cela, le 18 mai 1803. À l'Arcaillet, lors d'un congrès politique. Alors, pour que les gens comprennent bien, c'est que en 1803, Haïti ne s'appelle pas encore Haïti, ça s'appelle Saint-Domingue. C'est une colonie française. Il y a une révolution qui est en cours, une révolte d'abord qui est en cours, c'est-à-dire que des affranchis, des Noirs, des généraux, des colonels, des militaires en tout cas de l'armée, qui était à l'époque en fait une armée française, ont décidé de travailler pour eux-mêmes, ont décidé de se battre pour l'indépendance du pays. Pour faire l'indépendance, il y a eu un congrès parce qu'il y avait plusieurs chefs potentiels depuis le départ de Toussaint Louverture, il y avait plusieurs chefs possibles. Il y avait Jean-Jacques Dessalines, il n'y avait pas encore vraiment Alexandre Pétion, mais il commençait déjà à changer de camp. Parce qu'il faut savoir que Alexandre Pétion est arrivé avec l'armée expéditionnaire de Leclerc. Donc en gros, il est venu avec Leclerc, il n'était pas le seul. Jean-Pierre Boyer, c'était la même chose. Il faut que les gens comprennent tout ça parce que ces personnages vont ensuite être les personnages clés de l'histoire d'Haïti après l'indépendance. Et donc, à l'Arcaillet, le 18 mai 1803, lors de ce congrès, tous ces chefs puissants vont en fait se mettre ensemble, vont faire ce qu'on appelle une union. Alors, ce ne sera pas encore la devise, ce sera après, mais une union, c'est-à-dire vont se regrouper sous l'autorité d'un chef, Jean-Jacques Dessalines. Et c'était le premier point, l'acte 1. Et l'acte 2, ça a été la création d'un drapeau. Et ils sont partis du drapeau français qui était bleu, blanc, rouge. Le blanc a été enlevé et le drapeau bleu et rouge a été créé par Dessalines et les chefs militaires qui étaient avec lui. Alors, on lui accorde le bénéfice parce que c'était lui le chef. En revanche, une fois qu'on est parti, on va dire, d'une déchirure d'un drapeau pour en créer un autre, il fallait coudre le drapeau. Et là, on a une femme très importante et très respectée dans l'histoire. C'est important ce que vous rappelez là. Qui s'appelle Catherine Flon, et c'est elle qui a cousu le drapeau. Donc vous voyez que dans l'histoire d'Haïti, même avant l'indépendance, il y a déjà des femmes puissantes, importantes, qui sont déjà à l'œuvre. Et elle fait partie des personnages les plus respectés, les plus aimés en Haïti, parce qu'elle a cousu ce drapeau. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on en revient à la première question. Le drapeau, c'est un symbole. C'est-à-dire un élément qui a pour vocation d'unifier les personnes, de leur donner un idéal, de leur donner un but, de leur donner des objectifs. Et chaque fois que vous voyez le drapeau, ça symbolise l'État, la nation, le peuple, comme vous le souhaitez. Néanmoins, et là c'est important sur le plan historique, même si le drapeau a été créé le 18 mai 1803, l'État haïtien n'existe pas encore. Donc ce drapeau est très important parce que à partir du moment où ce drapeau a été créé, tout le mouvement va se poursuivre et le pays Haïti va aller vers son indépendance, c'est-à-dire que la bataille décisive arrivera après en novembre, mais on peut considérer que ce drapeau a galvanisé les individus, a galvanisé les troupes, puisque désormais il y avait un rêve qui était possible et le drapeau donne la possibilité aux individus de rêver. Et ils ont rêvé, non pas peut-être de créer Haïti, puisque c'est venu après, mais en tout cas d'être libres et indépendants. Très bien, cher maître. Et pourquoi le drapeau, on avait choisi rouge et bleu? Ça signifie quoi?
Je pense qu'il n'y a pas de signification mystique ou autre, philosophique à aller chercher. Je l'ai dit, ils sont partis du drapeau français qui était bleu, blanc, rouge. Bon, jusque-là, on a donné plusieurs significations possibles, les 3 ordres. Bon, ça, je dirais que là, on est dans la fabrication d'une légende. Il faut juste retenir que le drapeau d'origine, qui était un drapeau français, parce que c'était une colonie française, était bleu, blanc, rouge. Les citoyens haïtiens, voilà, on a enlevé le blanc, ils ont adopté le bleu, le rouge. On enlève le blanc parce qu'on dit peut-être le blanc était associé à la couleur blanche ou bien le blanc, non? Non. Je pense qu'il n'y a pas eu d'explication de cette nature parce que pour plusieurs raisons. Parce que Catherine Flon était métisse, donc elle a appartenu à la fois à la société coloniale comme à la société, on va dire, qui va naître de l'indépendance de la société haïtienne. Alexandre Pétion est également un métis, et d'autres. Et toute l'armée haïtienne, tout l'état-major est composé de métis et même de quelques blancs. Et donc là-dessus, il n'y a pas d'histoire de couleur de peau. Hein. C'est vraiment, on est parti d'un drapeau d'origine qui était bleu, blanc, rouge. On a associé le bleu et le rouge. En revanche, aujourd'hui en Haïti, oui, on essaie de dire que le bleu, c'est le ciel, le rouge renvoie au sang. On peut aussi également dire que le bleu, c'était également la couleur de l'ouest et du sud du pays. Et le rouge, bon, renvoie toujours, oui, au sang qui a été versé. Mais il était rouge. Chaque personne peut avoir une définition. Il était rouge dès le départ. Autrement dit, tout le contenu idéologique a été ajouté après. Okay. C'est-à-dire que quand Alexandre, déjà quand Jean-Jacques Dessalines va changer la couleur du drapeau, mais un peu plus tard, voilà, c'est ça. Mais même avant d'être empereur, il l'avait changé. Il avait déjà mis un noir et rouge. Ah ouais? Oui. Mais c'est pas le drapeau de 1805 qui... Après, le drapeau de 1805 va être un peu plus structurant. Mais il avait déjà commencé à évoluer, Jean-Jacques Dessalines. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 2 temps dans l'indépendance. C'est-à-dire, même après l'indépendance, donc un premier temps, le drapeau est bleu et rouge. Puisque après l'indépendance, vous savez, il n'y a pas eu de nouvelle constitution, par exemple. Donc, rien n'a changé. On a pris, on va dire, les symboles, les outils dont on disposait pendant le temps de la colonie. Et on a avancé avec... Donc, il y a eu un premier changement de couleur sans qu'il n'ait donné de justification à cela. En revanche, à partir du moment où il devient empereur en 1805, là oui, il y a un choix idéologique. Mais en réalité, ce qu'on sait, c'est que le noir qu'il avait ajouté, c'était plus par rapport au nord. Ah ouais? Oui, le nord du pays, et le rouge pour rester effectivement dans l'idéologie du sang versé. Mais on peut toujours dire c'est l'eau et le feu. L'eau pour le bleu, le feu pour le rouge. Mais là, on est encore une fois dans le symbolique, dans des explications qui n'étaient pas des explications idéologiques au moment où ça a été fait. Dessalines, oui, c'est idéologique parce que beaucoup de gens vont notamment vont commencer à nous expliquer que c'est par rapport à la couleur noire. Non, je pense pas qu'il y ait eu cette référence. C'est parce que Dessalines avait cette idée que cette couleur était beaucoup plus représentative de ce que nous étions en tant que peuple. Et donc le bleu pour lui ne lui convenait pas. Néanmoins, quand il l'a changé, les mêmes hommes qui étaient avec lui quand le drapeau était bleu et rouge sont restés autour de lui. Alexandre Pétion n'est pas parti, Jean-Pierre Boyer est resté, tous ceux qui étaient avec lui pour faire la révolution étaient autour du drapeau. D'accord. Voilà, donc le drapeau reste le symbole de l'unité déjà, des groupes qui ont fait mai 1803, de la volonté de vivre libre, c'est vrai, et la volonté de ne pas être sous le drapeau de la France qui à ce moment-là représentait encore la domination et la colonisation. Donc le bleu, blanc, rouge représente la liberté et les couleurs qui sont les nôtres. Et ces couleurs-là seront reprises ensuite dans les autres pays latino-américains qui ont été aidés par Haïti, entre autres, pour avoir leur indépendance. Très bien. Mais pendant que vous parlez, vous faites allusion en savoir que le drapeau symbolise l'État, la nation, le peuple, mais ça me donne de l'eau dans le moulin, à savoir comment définir une nation.
Alors, d'après vous, hein. Oui, alors, je vais faire d'abord d'après Renan. Parce que, vous savez, quand on fait de la culture, il faut avoir de bonnes références. D'accord. D'abord, citer les auteurs, c'est ce que on appelle monter sur les épaules des géants. C'est ça. Cette référence-là de Renan, elle est admise, acceptée, elle fait autorité. C'est-à-dire qu'elle est incontournable. Pour Renan, une nation, c'est une communauté, d'accord? C'est la volonté de vivre ensemble. Ensemble. Vous voyez? Donc, on peut être installés les uns et les autres sur un territoire et ne pas avoir envie de faire nation, de vivre ensemble. Après, on peut se poser la question de savoir ce que signifie vivre ensemble. Néanmoins, pour Renan, la nation, c'est quoi? C'est un esprit. Autrement dit, on ne peut pas mettre un contenu idéologique, c'est un esprit. On veut être de la nation. C'est-à-dire, on veut avoir des choses en commun avec les autres. On veut, vivre les mêmes passions que les autres. On veut mener les mêmes combats que les autres. Autrement dit, quand ils souffrent, nous souffrons. Quand ils sont heureux, nous sommes heureux parce que nous sommes une même nation. Nous avons une histoire commune et donc cette histoire nous permet de manifester cette volonté de vivre ensemble. Et ça me permet du coup d'enchaîner. Et donc depuis la fin du 19e siècle, que Renan a posé cette définition, personne ne l'a dépassée. Personne ne l'a dépassée parce que tout simplement, il est difficile de ne pas vouloir vivre ensemble. Néanmoins, oui, il y a des territoires où les gens... Il n'est jamais contesté, ce Renan? Il peut être contesté, mais la difficulté, c'est que il est difficile de dire aux gens qui vivent sur un territoire qu'il ne faut pas vivre ensemble, qu'il ne faut pas manifester ce désir de vivre ensemble. Et puis surtout qu'il faut oublier, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la nation? C'est la culture, c'est l'histoire, c'est l'épopée, c'est les souffrances communes. Et c'est tout cela, donc on ne peut pas l'enlever aux gens. Et c'est vrai que oui, il y a des endroits où on peut considérer qu'il n'existe pas de nation, parce que vous avez des groupes qui ne vivent pas les mêmes choses. Vous avez des groupes où les gens ne fréquentent pas les mêmes écoles. Vous avez des groupes où les gens n'ont pas la même, je dirais, la même conception de l'État. Et là, il n'y a pas de nation. Parce que dès qu'il y aura un sujet sur comment faire, comment décider, les gens seront divisés. Et donc, on ne trouvera pas l'esprit de la nation. Donc, c'est ça, tout de suite, je comprends très bien. Est-ce qu'on peut enchaîner là pour dire que il y a une différence entre État et nation? Oui. Donc, vous avez bien défini la nation, c'est de vivre ensemble, etc., avoir la même culture, etc. Mais, et l'État? Un esprit. L'État, c'est une organisation. Vous voyez, alors, souvent on dit que l'État précède la nation, d'autres disent que la nation précède l'État. Là encore, on est dans l'idéologie. Il existe un État haïtien, pour que les gens comprennent. Cet État a été créé le 1er janvier 1804. Ça, ce n'est pas contestable. C'est-à-dire quoi, cet État? Il a un emblème, il a une constitution, il a des objectifs, il a une devise, et même on dit une légende, ce n'est pas la même chose, et des institutions. Des institutions importantes. D'accord. Et c'est ça l'État. Et bien sûr des citoyens qui ont des droits et des devoirs. La nation, c'est tout ce qu'on a dit, c'est tous ceux qui ont en commun l'histoire du pays. Autrement dit, l'histoire de l'État d'Haïti ne commence pas au 1er janvier 1804. Ouais, bien avant. C'est ça. L'histoire commence en Afrique, quand on a été chercher nos ancêtres. Elle se poursuit à Saint-Domingue, où nos ancêtres ont travaillé. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est structurée. Donc, quand on va parler de la nation, on ira chercher, y compris
ce qui s'est passé du temps des Indiens. Pour ceux qui ne connaissent pas Haïti, Haïti c'est un nom indien qui signifie, alors pour certains, terre montagneuse, voilà. Et d'autres disent c'est encore plus, comment dire, plus sérieux que ça. C'est pas seulement la terre montagneuse, c'est aussi la terre de la déesse mère. Donc autrement dit, il ne faut pas jouer avec le nom d'Haïti. C'est sérieux. Parce que le nom, et les gens le savent bien en Haïti, c'est pour ça que beaucoup ne donnent pas leur vrai nom. Le nom contient ce qu'on appelle un mystère. Un mystère. Avec le nom, on peut savoir comment gouverner. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui ont créé Haïti ont construit des forts, et ils les ont construits, où ça ? Dans les hauteurs, dans les montagnes. Donc ceux qui ont fait l'indépendance d'Haïti avaient une connaissance qui s'est un peu perdue depuis quelque temps, et ce qui explique sans doute ce qu'Haïti est devenu. Autrement dit, la nation, c'est profond, ça remonte très très loin, à des racines plus profondes que l'État. On peut transformer l'État, on peut changer l'État, mais on peut difficilement changer la nation. Ouais. Et c'est un esprit. L'esprit reste et demeure. Exactement. Si quelqu'un peut changer l'esprit, ça m'intéresse. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Live, le mois consacré au drapeau haïtien. Donc, nous sommes en train de parler du drapeau pour faire comprendre réellement à tous nos jeunes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas déjà le sens ou le symbolisme du drapeau haïtien. Donc chaque 18 mai, on fête le drapeau. Nous, on célèbre notre drapeau. Donc c'est pourquoi ce mois-ci, donc le docteur Exo est avec nous, juste pour nous développer, pour nous parler en quelque sorte de ce phénomène. Donc j'ai dit phénomène parce que drapeau haïtien qui fête par tous les Haïtiens à travers le monde. Aux États-Unis, chaque 18 mai, vous allez voir, au Canada, c'est pareil. C'est ça qu'on... Est-ce qu'on ne peut pas fêter, ou bien pourquoi la nation haïtienne, la communauté haïtienne en France n'arrive pas, cher maître, à célébrer le 18 mai comme les autres Haïtiens à travers le monde, comme en Haïti ou bien aux États-Unis ou au Canada? Il y a quelques célébrations ou commémorations. Après, effectivement, il y a un manque d'unité. Mais je peux le comprendre et l'expliquer. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord pour que le drapeau soit bleu et rouge. Il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec ça. Ils peuvent très bien considérer que le drapeau bleu et rouge n'est pas le leur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés peut-être sous le drapeau noir et rouge. Peut-être qu'ils sont des Saliniens. Peut-être qu'ils sont plutôt des gens proches de Faustin Soulouque, parce que Faustin Soulouque aussi a changé la couleur du drapeau. Et donc, ils peuvent avoir des réticences. Néanmoins, on le sait aussi, c'est toute la difficulté à créer la nation. Célébrer ensemble, c'est faire nation. Et il ne faut jamais oublier que souvent on parle en Haïti de 21 nations. Oui, c'est important. On parle en Haïti de 21 nations, je crois qu'il y en a même un peu plus. Alors, on peut toujours expliquer. Alors, il y a peut-être d'autres spécialistes pour cela, moi je ne vais pas entrer là-dedans. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il reste difficile, chez nous, de faire nation. Il y a l'État qui existe, et ça ne se discute pas. Les gens peuvent toujours dire qu'il n'y a pas d'État, mais les gens qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas parce que l'État est inefficace, ce n'est pas parce qu'il est défaillant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas respecté qu'il n'existe pas. D'accord ? Et en revanche, faire nation, puisque nous avons dit ce que c'était, c'est un esprit. C'est plus fort, c'est plus difficile. Exactement, c'est plus difficile, mais il faut inscrire ça dans le temps. Il ne faut jamais oublier non plus, et ça je le dis souvent, que Haïti est un État jeune. Et donc aussi une nation jeune. Il y a des nations plus vieilles que... Ah, vous estimez que l'État haïtien est jeune? Oui, 200 ans. 200 ans. 218 ans, c'est très peu à l'échelle du monde, à l'échelle du temps. Après, il y a des États qui se construisent beaucoup plus rapidement. Prenez les États-Unis qui se sont construits très très rapidement. Mais les États-Unis ont eu l'apport de personnes de culture européenne. C'est un melting pot, comme on dit. C'est un mélange de peuples. Avec déjà des richesses construites. Dans notre cas, dans le cas d'Haïti, il fallait tout construire, tout faire
après l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, mais vous connaissez la logique qui a prévalu pour l'indépendance. Il y a eu beaucoup de destruction, et quand vous avez beaucoup la dette à payer en oui, plus. exactement, il est difficile de construire. Ensuite, il y a l'éducation. L'indépendance ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est très très dur. Créer une entreprise pour voir. Vous êtes salarié, vous créez une entreprise pour devenir indépendant. Vous allez voir la somme de souffrance que cela représente en termes de travail, en termes d'investissement, en termes de capacité. Donc on ne prend pas comme ça des personnes qui étaient des esclaves, qui travaillaient pour d'autres personnes, et du jour au lendemain on leur dit voilà, vous avez un état. Vous imaginez toute la difficulté sur le plan psychologique à changer de statut, c'est-à-dire de passer de celui de serviteur, l'esclave, à celui de maître. Et sans éducation, sans moyens économiques. Parce que les gens ont quitté les plantations, mais ils n'avaient pas de biens. Or, si vous comparez avec les États-Unis, vous avez des gens qui se sont détachés de l'Angleterre, mais qui avaient des moyens. Et ceux qui ont les moyens, on les ont gardés et ont ensuite construit l'État. Autrement dit, ce que je demande aux citoyens haïtiens, c'est aussi d'avoir de la patience avec eux-mêmes, d'avoir de la patience avec leurs compatriotes et de se dire que nous avons du temps. Il faut voir le temps long, mais il faut commencer à travailler aussi. Donc il y a un double défi de se projeter dans le temps, de se dire que la construction est possible, parce qu'il y a des repères. Le drapeau, en plus d'être un symbole, c'est également un repère. C'est quelque chose qui vous permet de vous dire que les choses sont possibles. Et c'est tout le sens du travail de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon, d'Alexandre Pétion, il faut toujours les associer, d'Henri Christophe, parce que oui, c'est un travail en commun. Et ils avaient donné le sens, c'est l'union. Or, s'il y a plusieurs célébrations dans la communauté, on voit ressortir la tentative de division, on va ressortir l'individualisme. Parce qu'il ne faut pas oublier, la société haïtienne est une société avec des gens qui ont un sentiment qui sont très individualistes. Mais parce que c'est l'histoire. Faire peuple, faire nation, ça s'apprend. C'est toute une instruction. Quand Renan fait cette conférence, il a devant lui l'élite française qui l'écoute et qui ensuite va mettre en pratique. Et donc, il y a toute une éducation à faire et c'est notre travail. Donc, je ne condamne pas ceux qui célèbrent un peu dans la dispersion. En revanche, il n'est pas interdit de faire des choses en commun. C'est ce qui est fait, je crois, et ce qui sera fait à Épinay. Je souhaite bonne chance à ceux qui font cela, mais de respecter aussi ceux qui célèbrent d'une autre manière. C'est aussi une manière de faire sens. Et vous venez d'évoquer tout à l'heure le sens de la nation, le vivre en commun. Ça m'intéresse, ça m'interpelle aussi. Mais parfois, on parle de population. Est-ce qu'il y a une différence entre population et nation? Alors, entre peuple et nation ou population? Entre peuple et nation, voilà, par exemple. Peuple, ouais. Parce que la population, c'est autrement dit ceux qui habitent. Tous ceux qui habitent. Tout à fait. Bon. En revanche, oui, de temps en temps, on parle de peuple. Mais vous allez voir, à Haïti, il y a l'État, il y a le peuple, il y a la nation. Alors, le peuple, c'est... en plus, en Haïti, on a une mauvaise conception du peuple. En Haïti, quand on dit peuple, on considère qu'on parle des pauvres. Des pauvres. Bien. Alors, ça pouvait être une conception, mais celle-là ne marche plus. Quand on dit peuple... Si on se réfère à Saint-Augustin, là encore, il faut avoir les bonnes références. Mon Dieu. Saint-Augustin, bon, là encore, on va dire, c'est la doctrine catholique, mais elle est bonne, alors qu'il faut l'utiliser. Le peuple, c'est tous ceux qui vivent sous une même loi. D'accord. D'accord. Et qui donc sont soumis à une même justice. Ça, c'est important. C'est important. Eh oui. Et effectivement, on peut considérer qu'on a un problème de peuple en Haïti. Parce qu'en Haïti, nous avons des personnes qui ne se soumettent pas aux droits haïtiens. Nous avons des personnes qui ne se soumettent pas à la loi haïtienne.
Et donc ces personnes, effectivement, alors on ne va pas dire qu'elles font sécession, elles vivent dans l'État, elles font partie de la nation, mais elles ne font pas peuple avec le peuple. Je traduis, c'est-à-dire que ces personnes considèrent que Haïti, eh bien, ce n'est pas leur pays. C'est ce qui se dit. Que la loi haïtienne ne s'impose pas à elles. Et d'ailleurs, on le voit. Ce sont ces personnes qui font tout ce qu'on considère comme étant contraire aux règles. Quand ils voyagent, quand ils vont de l'autre côté, ils s'appliquent. Ils se soumettent aux règles. Et donc en Haïti, oui, il y a cette difficulté à faire peuple. Et c'est là aussi l'éducation qui doit le faire. Vous ne pouvez pas faire peuple avec des personnes si vous n'avez jamais été à l'école avec elles. Jamais. Vous avez des gens en Haïti qui n'ont jamais été à l'école avec des citoyens haïtiens comme eux. On ne fera jamais peuple ensemble. Vous avez des gens en Haïti qui fréquentent des clubs où certains Haïtiens ne peuvent pas aller. Alors, on n'aime pas parler de ça, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas faire peuple ensemble si un jour ces personnes-là ne se soumettent pas à la loi haïtienne, c'est-à-dire à la loi commune, première chose. Et si ces personnes ne se soumettent pas à la justice haïtienne, c'est-à-dire que quand ces personnes ont des difficultés avec d'autres personnes, elles doivent passer par un juge. Et donc là encore, il revient à la justice haïtienne, il revient à l'État haïtien de faire ce qu'il faut pour que le peuple ait voix au chapitre, pour que la notion de peuple ait du sens en Haïti, parce qu'on en a besoin. Ça, c'est vraiment très important. Très important. Et donc, du coup, quand on dira peuple, on n'ira pas chercher les pauvres, on verra le peuple haïtien dans son ensemble. Ici, quand on dit le peuple français, on ne vous dira pas que ça comprend les pauvres. Non, ça comprend tous ceux qui se soumettent aux lois françaises et tous ceux qui se soumettent à la même justice. Or, vous le savez, en Haïti, il y a ce qu'on appelle les enclaves. Ce ne sont pas seulement des enclaves sur le plan économique, mais c'est aussi des enclaves dans tous les domaines de la vie publique d'Haïti. Et donc, un jour ou l'autre, oui, il faudrait que ce peuple-là, qui peut être un très très grand peuple, retrouve cette capacité à vivre ensemble. Et Jean-Jacques Dessalines avait donné le chemin, parce je crois que c'est dans la Constitution de 1805, il parle de la diversité. Alors, pas dans le sens actuel. Lui, il parlait de la diversité humaine. Parce que lui, il avait déjà intégré qu'en Haïti, on peut être de n'importe quelle couleur, on peut être de n'importe quelle origine. Vous arrivez, Ce qui compte, c'est de faire peuple. Justement, faire peuple. Pour servir la grande histoire, pour servir la nation haïtienne, et ensuite, si c'est possible, servir l'État. Docteur Ixoré, avocat au barreau de Val d'Oise, après avoir parlé de peuple, nation, État, qu'en est-il de la patrie? Là encore, on ne va pas se payer de mots. Patrie, ça veut juste dire la terre de ses pères, la terre de ses ancêtres. Voilà. D'accord. Donc, si on dit Haïti, oui, on peut dire qu'on parle de la terre de ses ancêtres. Et à ce moment-là, il faut juste désigner quels sont nos ancêtres. Voilà. Alors on peut considérer que nos ancêtres, c'est ceux qui ont créé l'État et ensuite nous ont dit, voilà, vous êtes maintenant libres de vivre ici. Mais on peut également considérer que les ancêtres sont tous ceux qui ont participé à la grande histoire, tous ceux qui ont été victimes du trafic, du commerce triangulaire, tous ceux qui sont morts dans les champs de coton, dans les champs de café pour nous aider finalement à être ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes quand même le résultat d'une grande histoire. À partir de 1503, quand les Européens commencent à aller nous chercher en masse en Afrique pour peupler en tout cas, pas pour nous, mais pas dans leur tête, parce qu'ils ne voulaient pas, en tout cas pas les Français, de colonier peuplement. C'était plutôt pour travailler. Eh bien, nous avons en quelque sorte traversé le temps et l'histoire, et nous pouvons porter témoignage de ce que nos ancêtres ont subi, mais de ce que nos ancêtres ont su assimiler
toutes les civilisations qu'il était possible d'assimiler. La civilisation africaine, la civilisation européenne, la civilisation caribéenne. Et pour créer cette société plurielle qui doit tout assumer. C'est-à-dire que chez nous... C'est pas ça nos difficultés? Oui, bien sûr, ça fait partie des difficultés. Parce qu'il y a les 21 nations, parce qu'il y a... Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un jeune État, il faut du temps. Mais il faut enseigner cette histoire. C'est parce que, si vous voulez, chez nous, quand j'entends les divisions entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'on oublie l'histoire. Parce que l'indépendance d'Haïti s'est faite, oui, par des Noirs, des Métis et des Blancs. Il faut aussi le savoir, on a l'armée qu'on a appelée l'armée indigène, et il y avait quelques Blancs qui avaient trahi. Et puis on a eu aussi des Allemands qui ont aidé. Il y avait aussi des Polonais. En fait, du côté de Casal, là, il y avait les Polonais, l'expédition de Leclerc comprenait en fait des gens qui faisaient partie de ce qu'on a appelé la Grande Armée. Et dans la Grande Armée, il y avait de toutes les nationalités. Et en 1803, ces personnes qui étaient arrivées avec Leclerc ont commencé à changer de camp et à aider à l'indépendance d'Haïti. Et ces personnes, eh bien, après l'indépendance, on a considéré que c'était des citoyens haïtiens comme les autres. Et puis tous ceux qui avaient du talent, un métier, une profession, qui pouvaient aider à la construction du nouvel État, ont été protégés par Dessalines, qu'on accuse souvent de tous les noms, mais il avait quand même aussi cette politique de traitement, de respect à l'égard de tous ceux qui voulaient aider à la construction de l'État. Donc c'est une éducation, c'est difficile, mais il faut l'assumer comme tel et savoir que nous sommes un peuple de peuples, en fait. et ça demande du temps à être enseigné, ça demande du temps à être digéré par les uns et par les autres, mais je ne me fais pas de soucis parce que je dis souvent à des personnes que les sociétés antillaises sont en avance sur les sociétés du futur. Alors on ne comprend pas toujours, eh bien, quand vous voyez l'actualité en Europe, c'est-à-dire la difficulté à accepter la diversité, ça, on est déjà passé par là. On sait déjà que c'est difficile. Au Brésil, on sait déjà que c'est difficile. En Amérique latine, d'autres pays, on sait que c'est difficile parce qu'on l'a déjà expérimenté. Parce que ce sont des peuples de peuples. Alors, effectivement, en Europe, on a aussi des peuples de peuples, mais il y a encore une petite partie qu'il faut encore intégrer, c'est-à-dire nous, eh bien ça, c'est à venir. On l'a déjà expérimenté, donc continuons, dans le sens positif du terme. Voilà, nous allons prendre la première pause de l'émission, et puis restez là, on va revenir dans quelques instants. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot, sa deuxième sortie. Donc, avec nous aujourd'hui, c'est Dr Éric Soré, avocat au barreau de Val-d'Oise, qui nous fait plaisir de venir jusqu'ici pour répondre à certaines de nos questions. Donc, docteur, nous avons bien évoqué pas mal de points comme peuple, État, nation, mais comme ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est 18 mai, c'est la fête du drapeau. Le drapeau haïtien, on a parlé de bleu-rouge, mais paraît-il qu'il y avait beaucoup d'autres couleurs dans le drapeau. D'après vous, ou bien à quelle période ou quel chef d'État qui a changé le drapeau? Alors, il y a eu plusieurs changements, mais en fait, il y a trois couleurs qui ont structuré le drapeau dans le temps. Soit bleu, soit noir, et le rouge a toujours été constant. Donc on a changé de drapeau en Haïti 9 fois. Waouh. L'histoire. Et ça, c'est quand même important. Il faut que les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on change autant de drapeaux? Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner les périodes et vous allez voir que c'est pas seulement un changement de drapeau, c'est à la fois un changement de drapeau, changement de doctrine, changement de philosophie, changement de régime,
Et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que si on change aussi souvent de drapeau, c'est aussi parce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, on n'a pas encore trouvé comment faire peuple ensemble. Comment faire peuple, ouais. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a un parti en Haïti actuellement, qu'on va pas citer, qui veut changer le drapeau. Qui a un drapeau noir et rouge, qui peut-être va changer le drapeau, alors que le drapeau, normalement, ça devrait être interdit. Oui. Ça devrait être interdit. Un parti politique qui postule à gouverner ne peut pas avoir un drapeau différent du drapeau. Oui, il doit respecter déjà la Constitution. C'est ça. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être changé après, mais je ne suis pas leur conseiller. D'accord. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, s'ils s'appellent parti politique et qu'ils prétendent à gouverner, il y a déjà ça à respecter. En revanche, si ce n'est pas un parti politique, si c'est autre chose, c'est possible. Autrement dit, n'importe quel club, n'importe quelle association peut avoir ses couleurs. Mais un parti qui postule au pouvoir et à représenter tout ce qu'on a dit, l'État, la nation, le peuple, etc., ne peut pas avoir un drapeau dissident par rapport au drapeau actuel. Ce qui n'empêche pas de changer après. Mais je ne suis pas leur conseiller. Je sais qu'ils ont des... s'ils veulent, il n'y a aucun problème, c'est là. Et... Non, mais Val d'Oise, ça ne correspond pas non plus à mon idéologie, donc je suis clair là-dessus. Néanmoins, c'est quand même important. Et en tant que citoyen, c'est mon devoir de le dire aussi. Je ne le dis pas seulement en tant qu'expert, je le dis en tant que citoyen. Respecter un État, c'est d'abord ça. C'est respecter ses symboles, même si on est contre. Et si on veut être peuple aussi, c'est ça, même si on est contre. Ce qui n'empêche pas de changer après, mais pour changer, il faudra... Il y a une formule, il y a l'adhésion, il y a tout ça. Il y a la loi qui dit comment ça va se faire. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Les associations peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais un parti structuré comme tel qui prétend à gouverner ne peut pas. D'accord. C'est un élément de division. On ferme la parenthèse. Le drapeau, au départ, donc bleu et rouge. Et également le sens à l'horizontale. Bleu et rouge, le bleu sur ce qu'on appelle le mât du drapeau. Horizontal, bleu et rouge, c'est le drapeau du départ, le drapeau des indigènes, le drapeau, on va dire, qui est parti de l'Arcaïe. Avec une devise, liberté ou la mort. D'accord. Qui est la devise, en fait, dessalinienne. Qui est, on peut dire aussi, la devise qui va structurer les combats de l'indépendance. Les militaires se battent, l'armée de Dessalines, l'armée de Dessalines se bat pour la liberté. Pour la liberté. S'il n'y a pas de liberté, on préfère mourir que de rester. Ça, c'est l'idéologie. C'est une idéologie. Voilà. Ensuite, le drapeau après l'indépendance en 1804 est bleu et rouge, mais le sens des couleurs change. Ça devient vertical. On passe de la verticalité à l'horizontalité. C'est important. L'horizontalité, c'est l'égalité. Ok. Et donc, si vous faites une référence de couleur, à ce moment-là, ça veut dire que tous ceux qui sont sur le territoire sont égaux. Si le bleu représente un groupe et le rouge un autre groupe, on est à égalité puisqu'on est les deux bandes de tissu touchent le mât du drapeau. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, néanmoins, les gens les plus habiles vont dire qu'on ne passe jamais de la verticalité à l'horizontalité. C'est plutôt l'inverse. Donc en gros, on peut considérer qu'il y avait déjà une erreur, mais je n'entre pas dedans. Ensuite, en 1805, là, Dessalines devient empereur. Le drapeau devient officiel, noir et rouge, et revient à la verticale. Revient à la verticale, autrement dit, quelqu'un a fait passer un message qu'il fallait écouter. Là, il n'y a pas d'égalité, là. Non. Il y a la verticalité, le noir sur le mât du drapeau, ensuite le rouge. Et c'est le drapeau des Saliniens. Et donc, beaucoup de gens se battent, et c'est un des partis actuels, se battent pour ce drapeau-là. En disant que c'est le drapeau d'origine, mais ce drapeau n'est pas le drapeau d'origine. Le drapeau d'origine, il est incontestablement bleu et rouge. Après Dessalines, c'est le drapeau d'Alexandre Pétion. Il est bleu et rouge. On revient à l'horizontalité. Et cette horizontalité sera la marque d'Alexandre Pétion, qui est un républicain. Dessalines est un monarchiste. Dessalines est un empereur. Un monarque. Ouais. Il y a différence, attention, entre républicain et monarque. C'est ça. Et Dessalines, oui, en tant que monarque, est dans la verticalité.
le chef. Alexandre Pétion en tant que républicain est pour l'égalité, d'où le retour à l'horizontalité. Et puis surtout, le drapeau d'Alexandre Pétion est idéologique. Beaucoup plus que celui de Dessalines, parce que celui de Dessalines, noir et rouge, il n'y a rien d'autre. Alexandre Pétion va ajouter tous ces symboles que vous avez là sur votre cravate, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, les canons, chers téléspectateurs. Les canons, le drapeau, le palmiste, les bonnets phrygiennes dont nous avons parlé. Et puis surtout, il y a quelque chose qui échappe souvent à beaucoup de personnes. Il y a les ancres. Les ancres. Oui, okay. Il y a des armes, des épées, des ancres. Alors les gens ne savent pas ce que c'est. Eh oui, ils nous rappellent que nous sommes des peuples issus du commerce triangulaire, de la navigation, parce que c'est les ancres des bateaux. Et que l'on a été... amènent tous ici là. C'est ça. Ça, c'est notre histoire. Autrement dit, Alexandre Pétion, que beaucoup de gens n'aiment pas en Haïti, a fait un travail considérable. Avec ce carré blanc et tous ces éléments, tous ces symboles qui, chacun, renvoie à une partie de notre histoire, eh bien, il nous a rappelé d'où nous venons. De l'Afrique, de la mer, et puis la bataille, et qu'il faut toujours que le palmiste qui représente donc l'arbre de la liberté avec le bonnet phrygien soit les normes, les valeurs suprêmes en Haïti. Après Alexandre, le drapeau va rester en vigueur et il va changer en 1811. Alors, pas totalement, parce qu'en fait, 1811, on revient au noir et rouge. Mais là, on change de sens. Le rouge est sur le mât et le noir à côté. Parce qu'on est dans le nord avec avec Christophe. Avec Henri Christophe, qui sera donc le roi. Le roi Christophe. Et vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Haïti, on commence à avoir un pays coupé en deux. Un royaume dans le nord. Dans l'ouest, dans le sud. Et l'ouest et le sud sont ensemble dans la République. Voilà. Et donc vous avez un drapeau bleu et rouge. Donc nous avons deux drapeaux sur le territoire. C'est ça. Ah non, c'est pas le territoire. Vous avez deux territoires. Alors, deux territoires alors. Ah oui. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un territoire. C'est ça. Du nord. De Christophe, du nord, et puis territoire de l'ouest. La monarchie du nord, oui. Et ça, c'est important parce que c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Oui. Les gens du nord et les gens de l'ouest et de l'est. Oui, jusqu'à présent. Et du sud. Et ça ne changera presque jamais si on n'arrive pas à faire peuple. Autrement dit, la nation commence à être dans la scission. Et cette scission est fondamentale puisque oui, il y a deux drapeaux. C'est la même terre, mais il y a deux drapeaux. Si vous êtes dans le nord, vous êtes monarchiste, royaliste. Si vous êtes dans l'ouest et le sud, vous êtes républicain. Vous n'avez pas les mêmes drapeaux et vous n'avez pas les mêmes références parce que sur le drapeau d'Henri, c'est la couronne et les armes d'Henri et puis surtout l'oiseau symbolique d'Henri Christophe qui est le phénix. Le phénix. On continue. Oui, mais avant d'aller plus loin, vous dites que le drapeau de Christophe c'était rouge et noir ou bien noir et rouge? Rouge et noir. Rouge et noir, au lieu de noir et rouge. Il n'est pas noir. C'est rouge qui était sur le mât. C'est ça. Parce que le rouge, c'est plutôt la couleur royale. Royaliste par échéance, avec le bleu, mais plutôt français, plus que le noir. Donc c'est un signal très fort. Donc est-ce que ce drapeau-là était disposé verticalement? Oui, les deux bandes sont. Les deux bandes, ouais. Alors que pour Dessalines, c'était noir et rouge, mais vertical. C'est noir et rouge. Henri Christophe, c'est rouge et noir. Rouge et noir. Voilà. Ouais. Vous voyez, donc toujours, c'est parfois le noir, parfois le bleu. Et toujours le rouge. En 1849, vous avez déjà le bleu et rouge va être la norme à la mort d'Alexandre en 1816 ou 18. J'ai un doute, plutôt 18, je pense, 1818. D'accord. Ensuite, Henri Christophe va mourir en 1820. Et donc le drapeau rouge et noir va disparaître. Et le drapeau bleu et rouge va donc... Parce que c'est Boyer maintenant qui va arriver au pouvoir. Et Boyer, c'était... un disciple de Pétion. Exactement. Donc, si je peux le dire comme ça. On peut dire réunification, c'est vrai, de toute l'île, puisque la partie aussi de Saint-Domingue sera... Ça, c'est important, ce que vous évoquez là. Toute l'île, c'est l'île entière. C'est que Haïti est... République dominicaine. Aujourd'hui, mais dans le temps, c'était Saint-Domingue qui vient de la République d'Haïti. La partie de l'Est. La partie de l'Est et de l'Ouest. Ouais. C'est ça là. Et donc, sous Jean-Pierre Boyer, toute l'île et l'île d'Haïti est sous sa domination, bleu et rouge,
avec les bandes horizontales. Pendant le 25 ans de pouvoir? Pendant toute la mandature de Jean-Pierre. De Jean-Pierre. Oui. Voilà. Ensuite, 1849, le drapeau va changer. Il est toujours bleu et rouge, mais au milieu, il va y avoir une bande blanche et puis les armes de Faustin Ier, puisque Faustin Ier, eh bien, va devenir empereur. Et donc, le drapeau est bleu et rouge à l'horizontale, mais au milieu, il n'y a plus les armes de la République, telles qu'on les voit là. Il y a les armes de l'empereur et de sa cour. Et ce drapeau-là sera en vigueur donc jusqu'en 1859. En 1859, on revient à la République parce que l'Empire Faustin est renversé par Geffrard. Et à ce moment-là, on revient au bleu et rouge, on va dire à la Alexandre Pétion. D'accord? Et ça jusqu'en 1964. Oui. Bleu, ça, 1964. Jusqu'à Duvalier. Oui. Donc, autrement dit, c'est un drapeau qui est resté là quasiment bleu-rouge 100 ans. Donc, le drapeau a toujours été, enfin, plus souvent été bleu-rouge que noir et rouge. Et si vous êtes habile, vous verrez que, bon, le drapeau noir et rouge, c'est plutôt un drapeau d'empire, de monarque, même si Faustin Ier ne l'a pas mis en noir et rouge, mais c'était un peu ça. Et quand François Duvalier revient au noir et rouge, il pense à cela, oui, il pense à la suite, ce qui n'a pas été fait. Mais il est président à vie. À vie, c'est une autre forme. Exactement. Et il revient donc au noir et rouge. Et là, ce qu'il fait, et là, c'est les critiques contre Duvalier, parfois sur le drapeau, ne sont pas tellement justifiées, parce qu'en fait, il fait une synthèse, en fait. Il fait noir et rouge, donc dessalinien, mais il reprend le carré d'étoffe blanc de Pétion et toutes les armes de la République. Autrement dit, il fait une synthèse entre tous ceux qui ont... Mais est-ce qu'il n'avait pas mis le pintade dessus, non? Peu importe, soit la pintade, c'est son choix. Ça ne change rien. Il ne l'a pas fait avant d'être président, mais une fois président, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il peut faire un choix qu'il a imposé, parce que c'était pas démocratique, mais c'est passé. La pintade n'entre pas dans notre histoire, même si on peut essayer de trouver un symbole de ruse, mais c'est pas notre histoire. Ce qui est notre histoire, c'est les drapeaux, les canons, le palmiste, le bonnet phrygien et les ancres. Ça, c'est de l'histoire, et donc Dessalines est rétabli. Alexandre Pétion aussi. En fait, Duvalier est une synthèse de tout ça. Et puis, bien sûr, ce drapeau restera en vigueur jusqu'en 1985, on va dire. 85-86 avec la chute du régime. Et en 86, le bleu et rouge va revenir, le bleu et rouge à la Pétion va revenir, et on va dire, est-ce que c'est le drapeau préféré? Mars 86? Oui. Est-ce que c'est le drapeau préféré des citoyens haïtiens? On n'en sait rien. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les gens sont revenus au bleu et rouge de 1804, c'est-à-dire le bleu et rouge à l'horizontale, et un attachement aux armes de la République qui sont les seuls éléments structurants. Aujourd'hui, vous allez en Angleterre et partout. Si vous demandez ce qui symbolise le royaume, ce sera la couronne. La couronne. De la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a appelé le discours du trône. La reine n'était pas là, la couronne était là. Eh bien, on peut considérer, et c'est là aussi où il y a un travail à faire, un travail idéologique pour nos citoyens, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous savons que le drapeau est censé représenter l'État, mais en l'absence du chef de l'État, qu'est-ce qui symbolise l'État haïtien? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On peut dire le drapeau, mais on n'en est pas certain. Mais avec ces armes, ces symboles sur le drapeau, on peut considérer que là, oui, il y a des éléments qu'on devrait utiliser de telle sorte que le chef de l'État, les ayant en sa possession, devrait être considéré comme étant légitime. Or, la difficulté que nous avons aujourd'hui avec l'État d'Haïti, c'est que personne ne semble assumer ce drapeau, ce qu'il représente et les symboles qui sont dessus.
Voilà, mesdames, messieurs, donc, docteur Exoré, assez de mots et de verbes pour vous faire comprendre que réellement, comment, en 9 occasions, on a changé le drapeau, oui. Si j'ai bien dit. En 9 occasions. 9 occasions, mais, d'après, le bleu-rouge est plus, en quelque sorte, marquant, mais il est plus portable, ou bien le bleu-rouge est plus percutant pendant ces 9 fois. Donc c'est toujours bleu-rouge, que c'est à l'horizontale ou à la verticale, mais on peut dire que bleu-rouge, c'est ce drapeau-là, c'est ces deux couleurs-là qui sont beaucoup plus retenues. Alors, je crois aussi qu'il faut aller plus loin et dire que si les citoyens haïtiens se battent pour ce bleu-rouge à l'horizontale, c'est que les citoyens haïtiens sont républicains. Ils ont endossé l'histoire de la République dans cette manière de poser les couleurs du drapeau. C'est la première chose. La deuxième chose, je ne pense pas que les citoyens haïtiens se battent beaucoup pour le noir et rouge. C'est pas vraiment ça. Parce qu'ils savent que à l'origine le drapeau était bleu et rouge et qu'ils savent que les changements qui ont lieu sont des changements idéologiques. Et ça, c'est important. Oui, mais la difficulté aussi, on peut dire que presque les Haïtiens de mon âge, donc, savent réellement que le drapeau noir et rouge, c'est un drapeau dictatorial, entre guillemets. C'est Duvalier qui a changé ça, c'est comme si on veut parler de noir et rouge. Alors, ça n'existe pas un drapeau dictatorial. Je comprends. C'est pour faire allusion avec... Quand c'était dictatorial, voilà, c'est ce drapeau-là qu'il a choisi. Donc, tout le monde a rejeté cette couleur-là. Tout à fait. Mais sauf que... mais t'as dit que c'est pas ça. Sauf que les citoyens haïtiens ont une admiration pour Dessalines, quasiment... Oui, quasiment. Oui. Le drapeau de Dessalines, enfin, le deuxième, parce qu'il a... Et même le troisième, parce qu'il a connu le bleu et rouge vertical, il a connu le bleu et rouge horizontal, et ensuite le drapeau de l'Empire. Le peuple a préféré le premier drapeau de Dessalines. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais c'est lui qui a créé le premier drapeau. Choisissez bleu et rouge à l'horizontale. Voilà. Mais on peut aussi considérer, et moi c'est ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui les combats entre les citoyens haïtiens sont des combats de doctrine, c'est-à-dire que et ça s'est cristallisé, c'est ça. Ça s'est cristallisé entre Alexandre Pétion, Jean Dessalines, Henri Christian, c'est-à-dire en gros, et vous voyez ce qu'ils ont fait chacun comme régime, c'était des régimes différents. Autrement dit, les citoyens haïtiens n'ont toujours pas choisi le type de régime sur lequel ils veulent vivre. D'accord? Les citoyens haïtiens, dans leur tête, sont encore, je dirais, un peu monarchistes, mais ça, c'est l'histoire qui nous renvoie un peu à l'Afrique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Et la République nous a été donnée, nous a été imposée du fait de ce qui a été fait après la Révolution française, mais nous avons aussi l'héritage de la monarchie, l'héritage de l'ancien régime, et autrement dit, dans notre tête, ça bouillonne encore, et sans doute un jour, on choisira. D'ailleurs, on le voit dans le rapport entre les citoyens haïtiens avec leurs dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette difficulté à considérer, est-ce qu'on est dans une relation horizontale ou une relation verticale. Et ça, c'est un choix à faire. D'accord. Mais, docteur Éric Soré, merci pour toutes ces précisions. Donc, mais moi, je voudrais aller encore plus loin. Quand on parle du drapeau qui est le symbole de l'unité du peuple haïtien, alors qu'on est en train, là, on est en mois de mai, donc très bientôt on va fêter ou bien on va célébrer le 18 mai, 219e. Comment voyez-vous ce pays-là, disons 1803, date de la création, aujourd'hui, 219e anniversaire, donc Haïti, entre guillemets, est toujours une nation, un pays, un État. Oui, c'est toujours... Qu'est-ce que vous devez dire pour Haïti? Haïti est toujours tout ça. Mais, on l'a dit, Haïti a du mal à faire en sorte que le peuple, non pas au sens pauvre du terme, mais au sens l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la société arrive. On l'a vu. Qu'est-ce qui pose problème entre les Haïtiens? La loi, le droit. On est toujours opposé sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On se bat toujours sur la couleur du drapeau. Et il y a des États où le drapeau n'a pas changé. C'est fini. Alors, fini, on n'en sait rien. En tout cas,
100 ans, 200 ans, même plus, le drapeau, on n'en parle plus. Oui. En réalité, pour moi, de 1803 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. D'accord. En 1803, c'était une colonie. Aujourd'hui, c'est un État. C'est un État souverain. C'est un État qui a du mal à s'en sortir, mais c'est un État quand même. D'accord. C'est un État qui a du mal à faire vivre ses valeurs, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité, mais ça viendra. Rien ne s'est fait en un jour. Il revient aux uns et aux autres de faire leur part, c'est-à-dire d'éduquer les gens. Vous ne pouvez jamais développer un pays sans éduquer les gens. Vous ne pouvez pas. Important. Ensuite, apprendre aux gens à vivre ensemble. Vous ne pouvez pas avoir un pays où les élites revendiquées comme telles du pays n'ont jamais été à l'école avec les autres. C'est pas possible. Impossible. Le président actuel français a fréquenté d'autres jeunes français qui n'étaient pas de sa classe sociale. C'est ça, créer un peuple. Et tous les autres, bien entendu, il y a différentes écoles, il y a différentes manières de faire, mais à un moment ou à un autre, on se rencontre. Oui, la base est là. Donc, à l'école, primaire, secondaire, à l'université, dans les stades, parce que les stades sont des lieux de rencontre, sont des lieux de citoyenneté. D'ailleurs, on fait du sport, notamment le foot, pour éviter de se faire la guerre. C'est important, ça. En Haïti, vous ne faites pas de sport avec les gens qui ne sont pas de votre classe sociale. En tout cas, c'est très rare. Très, très rare. Et donc, voilà les défis. Autrement dit, ceux qui ont fait 1803 ont fait leur part. Ils ont relevé les défis de leur époque. Donc, on ne peut pas continuer à leur reprocher ce que nous ne faisons pas. Aujourd'hui, les défis sont différents. Aujourd'hui, il faut de l'intelligence artificielle. Il faut des élites investies sur le terrain. Il faut la nouvelle technologie. Il faut faire un peu de philanthropie. C'est ce qu'il faut que nous fassions pour donner un peu d'espoir à nos compatriotes les moins favorisés et faire en sorte que ce pays, qui est un pays extraordinaire, qui a une belle histoire, s'en sorte. Après, beaucoup de gens en Haïti me disent que un grand pays, ce n'est pas nécessairement un pays riche sur le plan matériel. C'est vrai. Néanmoins, un grand pays, c'est quand même un pays où les éléments de base, l'eau, l'électricité, ne doivent pas être des produits de luxe. Voilà. Un grand pays, c'est un pays où les institutions doivent fonctionner. Un grand pays, c'est un pays où, quand l'État n'est pas respecté, nous avons des hommes capables de dire, comme les grenadiers, « Saki Mouriz a fait aïe ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des hommes qui acceptent, quand c'est leur métier, quand vous êtes militaire, quand vous êtes policier, c'est votre devoir d'aller conquérir les territoires perdus de la République. C'était ça, les grenadiers. Alors, ce n'était pas des territoires perdus en 1803, c'était des territoires à conquérir, c'était des territoires à conserver pour soi, parce que nos arrière-parents ont travaillé, ont versé leur sang, et ils n'avaient pas de droit. Et eux, les grenadiers, ils se sont dit, à un moment donné, notre mission, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, il faut que chacun trouve sa mission. Chacun a sa place, bien entendu. Je ne peux pas faire le travail du militaire, je ne peux pas faire le travail du policier, mais je doute fort qu'il puisse faire le mien. Mais le mien, pour que je puisse le faire, en sécurité, il faut que le policier fasse le sien. Il faut que le juge fasse le sien. Il faut que les autorités fassent leur travail et le reste suivra. Autrement dit, moi, ce que je veux, c'est que il faut donner un peu d'espoir aux citoyens haïtiens. C'est un peuple extraordinaire. C'est un peuple qui sait souffrir, mais qui a aussi envie de rêver. Et c'est c'est le droit, en quelque sorte, qu'on lui enlève. Le droit d'arriver. Eh ben, il y a peut-être quelque chose à construire. Il y a peut-être des missions à trouver. Alors, vous pouvez toujours dire, oui, mais moi, je suis à l'extérieur. Mais ce n'est pas une difficulté. Ce n'est pas une difficulté parce que si vous connaissez bien l'histoire du monde, rien n'a jamais empêché à des gens qui ont vécu un exil, suivez mon regard, un jour, d'être ceux qui conduisent leurs frères vers un meilleur lendemain. Voilà, et je crois que on est arrivé à la fin de l'émission, mais j'ai toujours
pris le soin de poser cette question à mon invité en dernier. Nous avons évoqué pas mal de thèmes, pas mal de sujets. Vous, s'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous aimeriez bien me parler, c'est quoi, cher maître? Je voudrais parler de ma fierté d'avoir cette culture plurielle, d'être français d'origine haïtienne et de porter Haïti partout où je vais. Même si je suis français, partout où je vais, on sait que je suis d'Haïti, et ce qu'on retient là-dedans, c'est que Haïti est capable de produire des personnes de grande valeur. Non pas uniquement les personnes qui ont fait l'indépendance, parce que ça c'est un exploit extraordinaire à l'échelle du monde, à l'échelle du temps, mais des gens qui partout où ils vont, à travers le monde, arrivent à accepter, à accéder à des responsabilités, à contribuer en respectant les règles, eh bien, à la construction d'États, de nations, de grands peuples. Les citoyens haïtiens travaillent beaucoup aux États-Unis, contribuent à la richesse des États-Unis, travaillent en Europe, en France et ailleurs, et on se rend compte que les difficultés demeurent pour faire la même chose en Haïti. Eh bien, si vous avez suivi l'émission, ce que vous avez compris, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la création de l'État, et cette bataille-là se cristallise autour du drapeau. Et si on arrive un jour à faire en sorte de travailler dans le sens de la légende, l'union fait la force, eh bien, un jour ou l'autre, et je pense que ce jour viendra, moi je ne désespère pas. Je sais que c'est difficile, mais je ne désespère pas des peuples, des grands peuples. Je ne désespère pas des traditions, des peuples révolutionnaires. Des peuples qui croient dans ce qu'on appelle la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces peuples-là ne meurent jamais. En revanche, pour que ces peuples s'en sortent, il leur faut, et ça j'en suis persuadé, des leaders, des chefs, des Toussaint Louverture, des Alexandre Pétion. Bien sûr, on ne les appellera pas comme ça aujourd'hui, mais il faut des chefs, c'est-à-dire des gens qui vont faire ce qu'on appelle l'art de la guerre, c'est-à-dire donner la doctrine, qu'est-ce qu'on va faire, le temps dans lequel on va le faire, les personnes avec lesquelles on va les faire, c'est-à-dire qu'autrement dit, on ne mène pas une grande action politique sans avoir des hommes qui mettent en œuvre, et puis surtout la nécessité de respecter le chef. Je considère que nous vivons dans des sociétés où le chef donne du sens. Et une société où on ne respecte pas le chef est une société qui aura beaucoup de mal à s'en sortir. Et ça nous ramène à Jean-Jacques Dessalines. Il l'avait dit dès le 1er janvier 1804. Si vous portez atteinte à ma personne, en fait, à Dessalines, en tant que chef, en tant que celui qui vous a conduit à l'indépendance, je crains que vous ayez le sort des peuples ingrats. Reconnaissons que nous avons eu un comportement malheureux à l'égard de Dessalines. Reconnaissons que ce point de départ-là, qui n'a jamais été reconnu, parce que nous avons ça aussi chez nous, quand nous faisons une erreur, nous n'admettons pas. L'assassinat de Dessalines était une erreur, une faute grave, qui n'a jamais été reconnue. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, les petites Dessalines et les petites Pétion se battent encore pour savoir qui est légitime. Nous sommes tous des enfants légitimes d'Haïti, et j'en terminerai par là. Cette fierté d'être un fils légitime de ce pays doit nous donner l'envie de faire en sorte que 1804 reste un exploit extraordinaire, mais un exploit qui sert de base pour poser les fondements d'un pays fort, puissant, qui est totalement possible et respecté à travers le monde, puisque les citoyens ici, encore une fois, sont courageux, ils peuvent faire des choses, ils ont de l'ambition, néanmoins ils ont besoin d'États forts et d'hommes capables d'incarner l'État. Merci. C'était Dr Éric Soré. Ici, prend fin la deuxième sortie de l'émission Screenshot pour aujourd'hui. La boucle n'est pas bouclée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une émission similaire. Bonsoir. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture,
le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.